moi, je vais avoir 27 ans bientôt. Je suis solopreneur depuis le mois de septembre, à temps partiel et puis depuis le mois de janvier à temps plein. Ouais. Puisque avant j'étais, salariée, donc j'ai été chef de produit et puis après j'ai été, digital marketing manager Mmh mh. dans une entreprise qui faisait des compléments alimentaires naturels. Moi, ça me correspondait pas tout à fait, j'étais pas totalement à l'aise. Après, je renie pas du tout cette expérience parce que déjà l'équipe et l'environnement de travail a été génial. Donc c'est ça qui m'a portée pendant des années et qui m'a aussi, donné confiance dans ce que je faisais et Mmh. cetera. Mais sur la partie purement, marketing et technique de vente, j'étais pas totalement alignée avec ce qu'on faisait. Donc j'ai décidé de mettre ces compétences que j'avais acquis en écriture, et en marketing au service de, petites, moyennes, grandes entreprises, solopreneurs aussi, Mmh. heu, pour les aider à communiquer leurs valeurs et leurs messages de manière la plus impactante possible, tout en moi, me sentant alignée avec ce que je fais, Ouais. utiliser les techniques que j'ai envie d'utiliser sans me sentir, c'est un mot un peu fort, mais un peu honteuse, Mmh. d'utiliser des techniques un peu agressives et cetera. Ouais. Donc voilà, ça c'était une envie que j'avais depuis un moment d'entreprendre. Ça fait plusieurs années que j'y pense Ouais. et voilà, je crois que ça a été le bon moment. J'avais fait 3 ans presque et demi dans la boîte. J'avais co-créé une boîte aussi, une start-up avec mon ancien patron au sein de cet écosystème aussi. OK. Donc j'avais la sensation d'avoir fait un peu le tour. Ça a été très difficile de faire ce choix parce que justement l'environnement de travail, mes collègues, mon chef, tout était au vert, sauf ce point Mmh. d'alignement. Mmh. Donc c'est difficile de faire le choix de quitter un environnement très sain, d'évolution pour se lancer un peu dans l'inconnu. Mais je Bien ne sûr. regrette pas du tout et voilà, je suis ravie d'avoir fait ce choix et j'apprends tous les jours et j'évolue tous les jours et c'est un plaisir. Juste par rapport à ton activité, moi je t'ai trouvé sur LinkedIn, c'est comme ça que je t'ai découverte. Je voulais qu'on passe un moment aussi à parler de, ce que tu offres, ce que tu proposes, sur LinkedIn. Et donc est-ce que tu peux m'en dire un mot, sur, je prête ma plume aux entrepreneurs? C'est quoi, prêter sa plume? Alors, prêter sa plume, c'est prendre la parole, à l'écrit pour des entrepreneurs ou des entreprises, et l'idée, c'est de coupler mes connaissances de l'écriture et de copywriting, pour transmettre des émotions, puisque Mmh. l'émotionnel, c'est la manière la plus efficace de transmettre des émotions. L'être humain est un être émotionnel, Mmh. donc quand on parle à son émotion, on lui parle de manière beaucoup plus impactante que quand on lui parle à sa raison. Mmh. Et l'idée, c'était de mettre ces compétences au service d'entrepreneurs qui ont des choses à dire, que ce soit du storytelling, raconter leur histoire, inspirer, expliquer où est-ce qu'ils en sont, pourquoi est-ce qu'ils en sont là, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, mettre forcément aussi en avant leurs produits puisque, l'objectif de beaucoup de personnes en tant qu'entrepreneurs, c'est aussi que leur Mmh. entreprise fonctionne. Bien Donc il y a sûr. forcément une partie commerciale là-dedans. Mmh. Mais l'idée, c'était, de mettre toutes ces compétences d'écriture que j'ai acquis au fil des années au service d'entrepreneurs qui ont des choses à exprimer, mais Mmh. qui n'ont pas la bonne manière de l'exprimer pour que ce soit aussi impactant que ça devrait l'être. OK, donc tu accompagnes, tout à l'heure tu m'as dit entrepreneur, PME, c'est qui ta cible? Qui est-ce que tu accompagnes? Alors ma cible, ce que je préfère faire en tout cas, c'est Mmh. accompagner les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises, Mmh. quelle que soit leur taille. Parce que j'aime beaucoup ce côté humain de, rencontrer la personne, discuter avec elle, en savoir plus sur son parcours, sur ses valeurs, sur ce qui l'a poussée à créer cette entreprise à tel moment de sa vie. Mmh. Comment est-ce qu'elle a su diriger justement la construction de son entreprise, avec quelle vision et cetera. Mmh. Et je trouve qu'il y a un côté très social, en fait, et très humain à échanger avec des personnes qui ont réussi brillamment, raconter leur histoire de la manière dont ils, souhaitent la transmettre
et mettre justement mes mots au service de leur histoire pour Mmh. qu'elle passe de manière la plus percutante possible, la plus sincère aussi possible et la plus authentique possible. OK. Authentique, ça me parle. Oui, Et heu, sincère. c'est 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 extrêmement important, c'est le but de ce qu'on fait, c'est le but de ce qu'on partage. Alors Mmh. certains diront que prendre une plume, pour exprimer ses valeurs et son message, c'est l'inverse de l'authenticité. Moi, je suis pas totalement d'accord. Je trouve que c'est plutôt assez sain Mmh. de d'être conscient des limites qu'on a. Moi, ma zone de génie, c'est l'écriture. Mmh. Certains, c'est d'autres sujets. Moi, je sais que je suis capable de transmettre des messages pour d'autres personnes. Ça ne rend pas le message pas authentique, puisque le fond, c'est eux. Mmh. La forme, c'est moi. Mmh. Donc en fait, moi, je suis uniquement le vecteur de leur message, mais ça n'enlève pas, selon moi, l'authenticité du message. Oui. Oui, puis je dirais que l'authenticité finalement, c'est faire les choses à sa manière. Donc c'est pas forcément, écrire tous ces messages, sur les réseaux, par soi-même. Exactement. Donc finalement être authentique, c'est pas avoir sa propre plume et ne jamais prêter, sa plume à quelqu'un d'autre. Non, être authentique, c'est, raconter avec transparence, les réussites qu'on a eues, les difficultés Mmh. qu'on a eues, comment est-ce qu'on les a surmontées, essayer d'être le plus le plus sincère et honnête possible et généralement le meilleur indicateur de ça, c'est quand on rencontre les gens en vrai et Mmh. qu'ils nous disent, «Ah ouais, mais en fait, tu es exactement pareil que sur LinkedIn ou que sur Ouais. YouTube» ou ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire quand on me dit: «Ouais, mais Mmh. en fait, bah, du coup, j'ai l'impression de te connaître déjà» et c'est le signe que je fais bien justement ce travail de communication, Mmh. puisqu'elle me ressemble, parce que les gens sont pas du tout surpris de voir comment je suis dans la vie, Non. puisque je suis exactement la même sur LinkedIn, Mmh. sauf que c'est du contenu écrit, quoi. Ouais, 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 donc il y a pas de costume en fait, hein. Il y a pas de filtre. Je ne fais pas semblant en fait, voilà, je suis tel que je suis, hein. Ouais, exactement, exactement et alors le seul filtre qu'il y a, on va dire et encore c'est pas vraiment un filtre, c'est plus un curseur, Mmh. c'est, que l'avantage avec, LinkedIn et avec les réseaux sociaux de manière générale, c'est qu'on peut choisir ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Mmh. Donc par exemple, moi, il y a des sphères de ma vie privée, notamment, mon copain, ma famille, mes parents, que je n'ai absolument pas envie de partager. Mmh. Ça ne pour moi, ça n'ampute pas du tout l'authenticité. C'est juste que j'ai choisi de mettre le curseur à cet endroit-là et de ne Ouais. pas partager cette partie-là que je considère comme étant ma vie privée. Mmh. Hem, mais ça n'empêche pas, selon moi, d'être authentique Mmh. sur les points de vue, alors que ce soit business, il y a forcément un peu de personal branding, de choses personnelles aussi, de mon histoire et cetera. Mmh. Mais mais l'avantage, c'est qu'on peut régler en fonction de ce qu'on est OK ou pas de partager. Yes. Et alors dis-moi, dernière question sur, vraiment ton accompagnement. Si moi demain je voulais, faire appel à tes services, ça se passerait comment? Alors, en 2 étapes. La première, c'est l'établissement d'une stratégie, de communication sur LinkedIn, donc spécifique à ce réseau-là. L'idée, ça va être de discuter ensemble des valeurs que tu souhaites transmettre, Mmh. des messages que tu souhaites transmettre, des objectifs que tu souhaites atteindre aussi par Mmh. ce canal, et par ton positionnement sur cette plateforme. Ensuite, on va définir 3 piliers éditoriaux, Mmh. qui sont 3 grandes thématiques qui vont nous permettre de construire ta communication, et de la positionner sur de bons rails Mmh. pour éviter de partir dans tous les sens et qu'il y ait plus aucune cohérence dans le contenu. Donc ça va être un peu les garde-fous de notre communication Mmh. pour, qu'elle soit cohérente et efficace, en fait. Et ensuite, on va définir des objectifs de poste, puisque sur LinkedIn, chaque post a un objectif, Mmh. spécifique. Il y a des posts qui ont une visée, élargir l'audience, donc avoir de la visibilité. Il y a des posts qui vont plus,
augmenter la crédibilité, prouver l'expertise sur tel ou tel domaine. Mmh. Et il y a des posts qui vont avoir une visée de conversion, donc qui vont amener à une action spécifique, que ce soit s'inscrire à la newsletter, Mmh. prendre un rendez-vous, etc. Donc c'est les fameux tofu, mofu, bofu Ouais. que dont tout le monde parle sur LinkedIn, mais personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire. Donc moi, je préfère parler de visibilité, crédibilité, conversion. Ouais. Et le mélange de ces 3 objectifs de ces 3 objectifs, pardon, de poste, avec les 3 piliers, thématiques, va créer un calendrier éditorial de manière relativement, fluide, en fait, finalement, une fois qu'on aura défini les 3 grandes thématiques, les 3 objectifs. Le calendrier édito, c'est juste une question de fréquence de publication par semaine. Mmh. Et puis, la stratégie est ficelée. Donc ça, c'est la fin de l'étape 1 et ensuite l'étape 2, c'est vraiment la rédaction à proprement parler, Ouais. des posts. Donc, là, ça va être, en fonction des clients. J'ai des clients qui ne veulent absolument pas en entendre parler, donc du coup, Mmh. de mon côté, je fais mes recherches, je contacte les équipes, pour, avoir des informations sur des sujets, Mmh. bah, soit qui sont plus internes à l'entreprise, soit, voilà, les points sur lesquels ils souhaitent, partager. Et puis il y a des donc ça, c'est plus pour les pages entreprises, pour le coup, et pour les pages, personal branding et cetera, il faut forcément un peu plus d'implication de la part de la personne, Mmh. dont c'est le profil. Donc dans ces cas-là, on se fait des calls, on s'envoie des vocaux sur WhatsApp, je les guide aussi, en fonction de thématiques. Je les lance sur des sujets pour avoir leur avis, leur vision des choses. Et ensuite, moi, de mon côté, j'amalgame tout ça, je regarde ce qui est exploitable, ce qui peut être intéressant. Je suggère ensuite des posts Mmh. qui correspondent à la vision de la personne et de ce qu'elle a exprimé. Surtout, j'utilise beaucoup ses verbatim aussi, sa manière de Mmh. s'exprimer, pour justement garder ce côté authentique. Et en fait, j'aurais le choix entre, soit on va dire un 100 je te confie les clés, parce qu'on a discuté justement de mes valeurs, de ce que je veux transmettre, ou alors j'aurais le choix entre un mode un petit peu, hybride. Finalement, on cale les rôles, les responsabilités. Comment ça se passe dans ce rôle hybride? Oui, ça dépend vraiment de ce que souhaite la personne, parce qu'il y a tous les modèles. Il Mmh. y a des personnes qui effectivement donc, ont conscience de la puissance de LinkedIn et veulent l'exploiter mais n'ont pas le temps, Mmh. ou alors ne sont pas forcément intéressés par la plateforme, par l'idée. Hem, Ces personnes-là, je suis un peu plus frileuse parce que, forcément, moi, j'aime le côté humain, j'aime le côté contact. Mmh. Donc, si j'ai pas ça, ça perd un peu de son sens. Mais ça arrive et il y a des gens qui accompagnent, ces personnes-là très bien. Ouais. Moi, ce que je préfère, c'est effectivement les gens qui sont quand même, impliqués, qui ont des choses à raconter, mais qui ont Mmh. besoin d'un vecteur justement pour les raconter de la manière la plus sincère et impactante possible. Mmh. Il y a des personnes qui souhaitent, écrire elles-mêmes leurs posts parce que ça leur tient à cœur Mmh. de de noter ce qu'elles ont dans la tête. Donc dans ce cas-là, avec ces personnes, on s'arrange pour, faire justement un peu un travail, hybride de relecture, amélioration et cetera. Donc là, c'est vraiment une collaboration étroite avec le client pour structurer ses posts, structurer sa pensée, essayer de le guider, mais conserver ce côté écriture parce que c'est super de vouloir écrire. Mmh. Et moi j'encourage ça, parce que je trouve que c'est génial d'arriver à transmettre à l'écrit ce qu'on a dans la tête. Mmh. Hem, donc pour ceux qui n'y arrivent pas, je le prends à 100. Pour ceux qui, en sont à la moitié du chemin, je peux Mmh. les accompagner là-dessus. Et voilà, l'idée après, c'est, j'ai des clients qui maintenant aujourd'hui sont complètement autonomes sur leur Ouais. création de contenu, qui ont compris les clés qu'on a vues ensemble, Mmh. et c'est génial de les voir aussi, ne pas être dépendants de ma plume pour transmettre leurs idées. J'ai Mmh. été un petit peu un starter au début et puis C'est ça. finalement, ils se sont ensuite lancés et tous les modèles sont intéressants. Ouais, super, hein. C'est fort parce que finalement, il y en a certains que tu emmènes à un certain niveau d'autonomie, à un certain niveau de connaissance, de compétence et après ils reprennent les clés, par eux-mêmes et ils poursuivent seuls. Ouais, ça c'est fort, c'est puissant. C'est intéressant parce que justement,
j'ai un peu l'impression d'être les petites roulettes du vélo, Mmh. voilà, on n'est pas trop sûr de comment publier et cetera, quelle thématique aborder. On n'ose pas, en fait, des fois, tout simplement se lancer sur LinkedIn, oser cliquer sur ce fameux, bouton publier Mmh. parce que c'est s'exposer un peu à la critique, c'est au début, c'est compliqué, Mmh. donc je peux avoir ce rôle-là un peu de déclencheur Ouais. où, quelqu'un fait appel à moi pour lancer la machine et puis une fois qu'ils m'ont vu faire avec leur thématique, qui m'ont laissé un peu les rênes de leur compte pendant, quelques semaines, quelques mois, qu'on a construit ensemble justement quelque Mmh. chose, ils ils ont un petit déclic, ils comprennent comment ça fonctionne, puis après ils enlèvent les petits trous et puis c'est parti. Ah ouais. Non, mais j'adore parce que, évidemment, le but, c'est que tu es précise, tes types d'accompagnement. C'est bien pour ça que je te pose ces questions. Et je me rendais pas compte, forcément, en te suivant, moi, sur LinkedIn, qu'il y avait à la fois un mode, justement, 100% où tu fais tout, un mode hybride, qu'il y a ce mode, en fait, où tu sers de tremplin et après, les gens redeviennent autonomes. Où il y a sinon certainement des modes où tu continues, toi, à faire leur communication. Donc je trouve ça hyper riche parce qu'en fait, chaque personne, chaque entrepreneur va avoir son propre besoin, va être dans son propre momentum. On n'est pas du tout tous au même niveau dans nos business, c'est une évidence. Et donc typiquement, moi, quand je t'écoute, je me dis par exemple, moi je suis tout récent sur LinkedIn, en tout cas dans la régularité et dans ce que je veux y faire maintenant. C'est tout nouveau pour moi. Et donc je me disais, si dans un mois je veux lancer mon offre, par exemple, bah, toi, Jeanne, tu pourrais être mon tremplin pendant un mois. Et en même temps, ça m'apprend énormément à faire, comment je peux après faire moi en autonomie. Et je passe dans ce mode-là plus tard. Et ça, ça me parle énormément aussi. Complètement, bah, c'est ouais, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour moi parce que justement, généralement, je travaille avec des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de partager, qui ont un peu ce blocage et moi, j'agis comme un débloqueur, Mmh. bah, ponctuel. Mmh. C'est vraiment pas du tout l'essentiel de mes missions. C'est vrai que l'essentiel de mes missions, ça reste quand même sur du long terme et de la D'accord. rédaction au long cours parce que généralement, les entrepreneurs qui viennent me voir n'ont pas le temps, donc Mmh. ça ne va pas changer dans 3 mois ni dans 6 mois, C'est ça. Mmh. mais c'est une partie que j'aime bien aussi et qui justement me challenge un peu parce que c'est Mmh. adapté, à la personne que j'ai en face de moi. On a parlé de ton activité. Ouais. En même temps, évidemment, ça parle de toi, hein, le lien est très, très fort. Finalement, pour parler plus de toi, Jeanne, à l'intérieur, depuis que tu t'es lancée, ça a été quoi ta plus grande réussite? Je pense que ça a été, de réussir à, sortir de mes croyances limitantes. Mmh. Sortir de cette peur d'être jugée et cetera. Mmh. Hem, Parce qu'au début, forcément, moi, je suis pas quelqu'un, de très à l'aise, ni devant un appareil photo, ni encore moins devant une caméra. Ouais. Je n'ai jamais vraiment eu de réseaux sociaux, type Instagram où je partageais Mmh. des photos de vacances et cetera. C'est pas dans mon ADN, je Ouais. préfère garder ça pour moi. Je fais des albums photos de mon côté, mais Mmh. mais c'est tout, je les partage pas, au grand public. Donc c'était pas forcément naturel pour moi, Ouais. et ça a été dur de partager, des photos de moi parce que c'est ce qui fonctionne sur LinkedIn. On aime bien aussi savoir qui est-ce qu'on a en face, donc je me suis un petit peu forcée au début et puis, bah, après ça devient de plus en plus naturel et puis après on se challenge un peu à sortir toujours de sa zone de confort, aller vers la vidéo, hem, tourner un podcast comme aujourd'hui. J'ai fait récemment, un tournage aussi sur Paris, dans un studio, donc c'était Ouais. encore un autre pas. Mmh. Et en ça, j'ai une personne qui m'a considérablement aidée justement à briser un peu ces croyances limitantes et sortir de ma zone de confort et adopter cette posture d'entrepreneuse et assumer, on va dire, la personne que je souhaite devenir, Mmh. hem et arrêter de m'excuser, d'être là.
Ouais. Donc ça, en ça, je pense que c'est une belle réussite et je l'aurais pas fait seule, clairement. Ouais, super. Donc, tu as dépassé un pas après l'autre tes croyances limitantes. Ouais, Tu as complètement. parlé du jugement de l'autre surtout. Oui, C'était bah, ouais. forcément, on a toujours peur de ce que les autres vont dire, de comment est-ce qu'ils vont nous regarder parce que dès qu'on commence à sortir un petit peu du moule, on est un peu pointé du doigt, que ce soit, en positif ou en négatif. Il y a pas forcément je parle pas de gens qui m'ont critiquée ou quoi que ce soit. C'était pas vraiment la peur de la critique, c'était plus la peur d'être différente Ouais. et de sortir justement du cadre. Mmh. Donc ça, c'était compliqué, parce que, bah, je j'aimais pas particulièrement me mettre en avant, ni me montrer, ni, justement, sortir du lot, et j'ai été obligée de le faire et finalement, ça a été hyper libérateur parce que, une fois qu'on s'affranchit justement du regard des gens, qu'on a une vision, qu'on sait où on va, où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on va y aller, Mmh. en fait, après, on devient un peu, inarrêtable et j'ai la conviction que pour la plupart des gens, c'est cette première barrière qui les empêche d'aller vers quelque chose d'énorme, quoi. Ouais. Alors c'est chouette ce que tu dis parce qu'on voit on ressent comme un mécanisme un petit peu à l'intérieur. Tu parles au début, je me suis forcé, Ouais, alors que tu avais voilà, ces croyances, tu avais presque de la peur parce que on appelle ça souvent la peur du jugement de l'autre, sortir du moule, me rendre visible, il y a plein de choses. Et puis on sent que tu as eu l'audace. On sent que vraiment tu t'es dit, allez, j'y vais. Tu parles de cette personne qui t'a aidé aussi à avoir des déclics. Et puis derrière, tu dis, maintenant, tu l'as pas dit comme ça, et maintenant je suis presque inarrêtable. Et donc on sent que cette audace, elle t'a mené à l'action et que cette action, elle t'amène de la confiance, en fait, de plus en plus et que ça fait un cercle vertueux. complètement. Complètement et je le vois, tous les jours parce que je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais jamais fait Ouais. il y a 3 mois ou 6 mois, et justement, en fait, l'audace paye toujours, Mmh. alors je différencie fortement l'audace du culot, Ouais. qui a une connotation un peu plus négative, mais finalement, c'est quand même relativement la même idée, d'oser y aller, et ne pas se mettre de barrières nous-mêmes, quoi. Mmh. Bah, l'audace, on dit souvent que c'est cette idée de dépasser une situation qui nous paraît dangereuse, difficile, mais dans le sens dangereuse. Ouais. Donc toi, vraiment, on sent que c'est ce que tu as fait au début, quoi, hein. Tu y es allé, quoi, enfin. Bah, ça a été un cheminement assez long finalement et ce qui m'a débloqué ce mindset, on va dire, Ouais. comme on dit, généralement, c'est vraiment, vraiment le sport. Ouais. Moi, de base, je suis pas du tout une sportive. J'avais cette croyance limitante que j'étais pas une sportive. J'ai jamais aimé le sport. J'étais toujours la plus nulle de la classe, au Mmh. badminton, au ping-pong, enfin, c'était un enfer. Pour moi, c'était la corvée de la semaine d'aller au cours de sport. J'avais des Ouais. notes excellentes partout et puis alors le sport, ça me plombait ma moyenne, donc du coup, Mmh. j'étais dégoûtée, j'aimais pas ça. Et voilà, je me suis fait un peu une raison. Je me suis dit: «Bon, bah, écoute, moi, je suis une plutôt, côté artistique. J'ai développé pas mal de trucs côté artistique, la musique, le dessin et cetera et puis bon, bah, Mmh. le sport, c'est pas mon truc, tant pis». Mmh. Et et puis, bah, 6 mois avant de commencer à vouloir entreprendre, je me suis mis au CrossFit OK. avec mon copain. Donc mon copain m'a dit: «Écoute, il faut qu'on fasse du sport parce que c'est pas possible, d'approcher la trentaine Mmh. et d'être essoufflé quand on monte 3 marches. Ouais. Alors on a beaucoup de chance, on n'a pas de problème de poids, mais juste en termes de forme physique, on était pas, enfin, c'était pas possible, quoi Mmh. et et du coup, il m'a dit: «Ouais, j'aimerais bien me mettre au CrossFit, il y a une box pas très loin de chez nous, est-ce que ça te dit?» Et je lui ai dit: «Écoute, je réfléchis, mais si je te dis oui, je vais y aller à fond pendant au moins 3 4 mois OK. parce que, je veux,
je veux pas y aller une fois et dire qu'en fait non, quoi. Que ça Mmh. me plaît pas ou que j'aime pas ou que donc je lui ai dit: «Écoute, je réfléchis, mais Mmh. si j'y vais à fond». Donc j'ai réfléchi et je lui ai dit: «Écoute, let's go, on va essayer». Parce que, on va justement voir si cette croyance limitante de «je ne suis pas sportive», en m'y mettant, Mmh. en faisant des efforts, est-ce que, j'arrive à aller au-delà de ça? Ouais. Et en fait, bah oui, je suis partie, ça a été dur. Les premières séances ont été horribles, surtout que le crossfit, n'a pas choisi la facilité, dès le début. Mmh. J'ai beaucoup pleuré parce que nerveusement, c'était dur pour moi Mmh. de voir que, bah, que j'y arrivais pas, que j'étais à la traîne. Mmh. Mais en fait, en cette cohésion d'équipe, le la mentalité des gens qu'il y a Mmh. aussi, qui font du crossfit, qui ont cette mentalité de jamais rien lâcher, même quand c'est dur, même quand tu as mal, même quand tu es fatigué, heu, on y va, on va jusqu'au bout, Ouais. même si c'est, en gérant son effort, alors sans Mmh. dire de se tuer à la tâche et d'y aller, de finir en rampant en sang, c'est pas du tout l'idée, mais Mmh. cette idée de même si c'est dur, on y va. Ouais. Et c'est ça qui a été le déclic pour me dire: «OK, Mmh. même si c'est dur, on y va». Mmh. Finalement, cette croyance de sport, bah, je l'ai pulvérisée, Ouais. donc je peux en pulvériser d'autres et il suffit d'y aller et d'avoir la persévérance et la discipline de tenir suffisamment longtemps pour sortir justement de cette zone de confort, que ça devienne une habitude et que finalement ce soit plus, un frein. Mmh. Donc cette expérience de sport, de crossfit, de mentalité et cetera, ça a été ce qui m'a fait me rendre compte que finalement, pour surmonter quelque chose, il fallait oser l'affronter Mmh. et heu et donc du coup, ça a été, publier ma première photo, mon premier selfie. Mmh. Ensuite, ça a été, publier ma première vidéo. Ensuite, ça a été, aller dans un premier after work, enfin meetworking, Mmh. hem, toute seule au milieu d'entrepreneurs que je ne connaissais pas du tout. Donc ça a Ouais. été se présenter, enfin voilà, il y a eu plein de premières fois, on va dire, Mmh. depuis et finalement, c'est ça qui fait avancer. Super, donc vraiment, le sport, ça a transformé ton mindset, comme tu as dit. Ouais, Voilà, tu es passé de, je n'aime pas ça, je ne j'ai presque pas envie de le faire, je n'ai jamais, aimé le sport, je n'ai jamais été bonne dans le sport, à je me lance au CrossFit, j'ai mal partout, je suis frustré parce que je suis à la traîne, j'y arrive pas et en fait si, ouais, tu as transformé ton mindset de quasiment de A à Z sur cette question-là et maintenant ce que ouais. j'entends, c'est que dans ton quotidien d'entrepreneur, il y a ce même mindset, c'est-à-dire: «C'est dur, mais j'y vais quand même». Clairement et le CrossFit m'aide encore tous les jours. Ouais. Là, j'y vais 3 fois par semaine. Mmh. J'ai tiré ma première traction de là, il y a 3 semaines et j'étais là, ouais, bah, il m'aura fallu 1 an à raison de 3 fois par semaine, mais j'y suis arrivée C'est ça. parce que tout arrive si on travaille, on est persévérant, on est résilient et heu et 1 an pour une traction, alors c'est peut-être, ridicule, mais pour moi, c'est énorme et en fait, c'est transposable à tout. Heu que ce soit dans l'entrepreneuriat, il y a des personnes, donc par exemple, si on reprend l'exemple de LinkedIn, qui vont, poster une fois de temps en temps, puis vont dire: «Oh non, ça marche pas votre truc, allez, Mmh. basta». Mais c'est comme, 1 an à 3 fois par semaine de CrossFit pour une traction. C'est 1 an à 5 posts par semaine ou 3 posts par semaine ou 7 posts par semaine dans mon cas, puisque je Mmh. poste tous les jours Mmh. et tout arrive, les résultats arrivent et ils arrivent massivement, mais il faut passer par cette période où c'est dur, on stagne, on n'y arrive pas, on voit les autres qui y arrivent, pourquoi est-ce qu'ils y arrivent et pas nous? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Mmh. Alors, il faut se remettre en question parce que des fois, il y a des choses effectivement qu'on pourrait optimiser, pour que ça marche mieux, pour que ça marche plus vite et cetera. Mais surtout, surtout, il faut juste, tenir et se dire que le travail paye toujours, la persévérance aussi, la Mmh. discipline aussi et il y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Ouais, c'est bien parce que j'ai même pas besoin de poser des questions, parce que ça va être ma question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à un solopreneur, un entrepreneur qui se lance là, et qui est peut-être un peu dans le dur? Et donc en plus de ce que tu viens de dire, si tu devais vraiment t'adresser à un entrepreneur,
qui a des croyances limitantes peut-être plus fortes, tu vois, qui se sent vraiment freiné par ses doutes, par ses peurs, peut-être un peu plus que toi, tu auras envie de lui dire quoi? Que ça ne tient qu'à lui, en fait, d'arriver à passer au-dessus et il faut, faire le premier pas et pour faire le premier pas, on fonctionne tous différemment. Il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Il y en a qui ont besoin de temps, de réflexion, de maturation justement pour se poser, un peu les questions, un peu d'introspection. OK, je vais faire ce premier pas et cetera. Peu importe, mais il faut le faire. À un moment donné, il faut y aller parce qu'il y a que comme ça qu'on avance, quoi. Mm. Ok, donc toi, l'idée, c'est vraiment finalement de croire en soi, de viser un premier pas, le prochain petit pas Ouais, qui peut te faire avancer, mais de pas rester à l'arrêt, de pas être dans l'immobilisme, surtout pas. non, clairement et il y a des techniques pour ça. Je pense que, heu, c'est très important d'avoir une vision à moyen, long terme. Mm. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Je pense que c'est effectivement essentiel pour savoir où on va, mais il faut aussi avoir, la vision du prochain pas. Mm. Parce que sans ça, on a beau avoir une vision, à 5 ans, si on ne sait pas ce qu'on va faire demain pour se rapprocher un tout petit peu plus de son but dans 5 ans, bah, en Mm. fait, on reste bloqué parce que le but, il paraît inatteignable. Nous, Mm. on est à un endroit A, on veut aller au B et en fait, on n'a aucune idée de comment y aller, donc on Mm. se retrouve 5 ans plus tard, on est toujours au point A. Donc c'est Ouais. bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est même nécessaire pour savoir où on va et construire le chemin pour y aller. Mais Mm. il faut aussi, se mettre en mouvement, même si c'est une toute petite chose, ça peut être la petite chose qui va tout changer, quoi. Les choses, les opportunités peuvent faire que, notre chemin va bouger et pour le coup, même s'il faut avoir une vision globale de ce qu'on souhaite, je Mm. reste quand même assez flexible sur l'idée de, Clairement. les choses évoluent et ce dont j'ai envie, dans s là où je m'imagine dans 2 ans, bah, c'est peut-être pas là où je serai dans 2 ans Mm. parce que j'aurais peut-être changé en fait de cap, même si le cap global reste ce que je veux dans la vie. Mm. Donc du coup, voilà, je pense que c'est bien d'avoir une vision globale de ce qu'on veut pour Ouais. être heureux. Mais il faut pas que ça soit un carcan dans lequel on reste, malgré tout, parce qu'on s'est dit: «OK, dans 5 ans, je veux, tant, je veux être là», alors qu'en Mm. fait, ça ne nous correspond plus. Le plus inspirant, je trouve, dans tout ce que tu as dit, c'est ce côté qu'en fait, tu es passé outre tes croyances limitantes, tu t'es transformé intérieurement à travers le sport. Et moi, Ouais, je trouve que ça, c'est hyper inspirant pour les entrepreneurs. En fait, je ne suis pas que ça et je peux trouver ma solution à un autre endroit de ma vie, pas forcément dans moi, l'entrepreneur. complètement et d'ailleurs, je pense que beaucoup de solutions viennent d'autres endroits de notre vie. Ouais. Donc quand on a un problème, business, je pense que ouais, enfin, il y a des choses peut-être à changer au niveau business, au niveau de ce qu'on fait, de son travail et cetera, mais souvent, il y a aussi des choses à aller chercher, bah, justement, moi, ça a été le sport qui a transformé mon mindset, qui m'a permis ensuite de lancer mon business. Donc c'est effectivement, je pense qu'il y a des choses à aller chercher parfois ailleurs et des problèmes business ne trouvent pas forcément leur solution que dans le business. Ouais. On a parlé pas mal de mindset. Tu as abordé le sujet tout à l'heure. Ouais, Comment tu qualifierais ton mindset? justement, je pense que le mot qui qualifie le mieux, c'est optimiste. Ouais. C'est, voir, le verre à moitié plein comme on dit, voir, que derrière chaque, échec, il y a c'est pas un échec en fait, c'est des leçons, c'est des choses qu'on apprend. Mm. Hem, c'est ouais, je pense que l'optimisme, résume bien, le mindset que je me suis forgé justement au travers du sport et cetera. Aujourd'hui, quand tu as encore potentiellement des doutes, des peurs, hein, on reste des êtres humains, comment tu t'y prends, comment tu traverses ça, comment tu te remobilises?
Alors, Mmh. j'ai souvent besoin d'un petit coup de pouce de la part de mon copain, OK. qui va vraiment, qui est d'un soutien, indéfectible Mmh. et qui va être justement, la personne qui va me remobiliser et me Mmh. dire: «Non mais attends, ce que tu fais, c'est génial, rends-toi compte et ça, c'est pas grave, c'est surmontable». Il arrive complètement à dédramatiser les situations. Quand moi, je me fais une montagne de quelque chose, il me dit: «OK, tout va bien, tu ne joues ni ta vie ni quoi que ce soit». Il arrive à complètement me faire redescendre justement et prendre du recul sur les choses. Ouais. Donc la meilleure arme face au doute, pour le coup, moi, c'est mon copain qui arrive à me faire changer de vision quand on est un peu la tête dans le tunnel et qu'on voit pas d'issue et que c'est Mmh. compliqué et que, bah, forcément, moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, donc je doute beaucoup et D'accord. heu et lui, il me permet justement de souffler un peu, de prendre de la hauteur et de me dire: «OK, ça va se gérer». Super, merci à lui, je crois. Oui, clairement, clairement, un immense merci. Bon, il le sait déjà, mais un immense merci. Mmh. Moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, pour, les entrepreneurs, les solopreneurs surtout, c'est ce que j'appelle moi l'excellence. Moi, je pense qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête, tout seul, à réfléchir, à se dire: «Comment je vais y arriver?» Le plus difficile finalement, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est de reconnaître sa zone de génie et donc c'est un de la connaître, d'en prendre conscience et 2 de la reconnaître. C'est-à-dire de voilà, de se l'autoriser. En fait, je l'ai vraiment, de laisser un peu de côté, je dirais même l'humilité. Non, mais en fait, réellement, je suis excellent. Pour moi, c'est quelque chose de très important pour pouvoir l'incarner en pleine conscience. Je pense que si on fait pas ça, on passe à côté de notre plus grande force, de ce qu'on peut apporter à l'autre. Tout à l'heure, tu as dit: «Ma zone de génie, c'est l'écriture». Est-ce que tu peux développer un peu plus, voilà, ta zone de génie, ton excellence, peut pas se résumer qu'en, c'est l'écriture. Tu peux m'en dire un peu plus? Je pense que j'ai un côté, enfin c'est avéré d'ailleurs, j'ai un côté hypersensible et je suis aussi précoce, Mmh mh. heu et ça a fait que j'ai développé un côté émotionnel très fort, Mmh. donc j'arrive bien à cerner les gens, à Mmh. comprendre ce qu'ils veulent dire et je pense que ma zone de génie, au-delà de l'écriture, c'est ce que mes clients me disent, c'est que j'arrive à, trouver des mots sur ce qu'ils veulent dire, Mmh. de manière à ce que quand ils lisent, ils me disent: «Ah ouais, mais c'est fou, mais c'est exactement ça que je voulais Ouais. dire. Je savais pas comment le dire, mais c'est exactement ça» et du coup, je pense qu'au-delà de l'écriture, ma zone de génie, c'est d'arriver à me mettre à la place de mes clients, à comprendre ce qu'ils veulent dire et l'émotion qu'ils ont en le disant pour le transmettre de cette manière-là. Et que j'ai beaucoup travaillé aussi sur moi pour me comprendre et du coup, je comprends bien aussi les Mmh. autres. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai su canaliser dans mon précédent travail salarié où du coup, Mmh. j'étais copywriteuse aussi. J'écrivais, pour notre cible puisqu'on vendait des compléments alimentaires pour les seniors Mmh. et il fallait se mettre dans la peau d'une personne de, 75 ans, 80 ans, 85 ans Mmh. qui, a des problèmes aux genoux et c'était au-delà de: «Ah, notre produit, c'est bien pour les genoux». C'était pas ça qu'il fallait dire parce que c'est pas ça le Mmh. message. Le message c'est, on a 85 ans, on se lève le matin, c'est rouillé, ça fait mal, on doit monter l'escalier pour aller à la cuisine parce qu'on n'est pas sur une maison à un seul étage ou alors on n'est pas en appartement ou voilà, donc on est dans la maison de famille, on doit monter l'escalier, on n'y arrive pas, Mmh. on reste bloqué parce que, le genou a décidé qu'il n'allait pas faire le travail ce matin et donc du coup, on se retrouve, à être épuisé, on tombe dans les escaliers, on se brise, un os ou quoi que ce soit et en fait, c'est tout ce travail de se mettre dans la peau Mmh. de la personne et de ses vrais problèmes et cette expérience m'a permis d'apprendre à utiliser ma sensibilité pour me mettre justement dans la peau de la cible et je pense que c'est ça qui m'a appris à le faire. Mmh. C'est OK, on vend un complément alimentaire pour les genoux, mais la solution, c'est pas: «On va régler le mal de genoux». La solution, c'est, Mmh. hem, on va
vous évitez de vous retrouver dans des situations où ça peut être compliqué, où la douleur est vraiment pas supportable et en fait, pour ça, il faut s'intéresser aux gens, à la nature humaine profondément. Il faut aller voir ce que les gens vivent au quotidien, comment est-ce qu'ils en parlent, quels sont leurs vrais problèmes. Il faut regarder des interviews, il faut se plonger dans le sujet et se dire: «OK, je suis une personne de 85 ans avec des problèmes aux genoux. Dans mon quotidien, qu'est-ce que ça cause et en quoi est-ce que j'aimerais que ce soit solutionné?» Et ça, du coup, ça me permet de me mettre à la place de la cible et de me dire: «OK, quel est son vrai problème?» au-delà du problème, qu'on imagine nous dans notre tête du côté, vendeur. La difficulté, c'est de pas tomber justement dans un marketing de la peur Mmh. où on va dire: «Ah bah, du coup, si vous voulez pas, vous briser le fémur, et puis après vous retrouvez à l'hôpital pendant 15 jours, voilà», donc c'est l'équilibre subtil entre se mettre à la place, parler des vrais problèmes, que les personnes se retrouvent dans notre discours et ne pas non plus tomber dans un marketing de la peur où on leur dit que ce qui va leur arriver, va être horrible si, Mmh. s'ils n'ont pas la solution ou s'ils ne prennent pas cette formation ou si, voilà. Donc c'est un équilibre qui est difficile à atteindre, mais justement qui est intéressant aussi pour ça. Ah, donc comme parler vrai, parler, concret, mais, sans en rajouter parce que ça décrédibilise. C'est parler vrai, en rajouter un petit peu parce que généralement, il faut toujours forcer un tout petit peu le trait pour Mmh. que le message passe, mais ne pas le forcer, trop Mmh. pour pas que ça fasse, ni agressif, ni, marchand de tapis, ni quoi que ce soit et Mmh. c'est ça qui est difficile. C'est Mmh. conserver une éthique et un équilibre qui permettent que le message passe bien, mais de manière subtile. OK. Dis-moi, en termes d'authenticité, tu t'évaluerais, de combien, de 1 à 10? Si 10 c'est le maximum du level que tu peux atteindre, aujourd'hui, tu te mettrais combien? Je pense que je serais, à 8. Alors 10 est un peu exclu parce que je pars du principe qu'on n'est jamais, au bout de ce qu'on peut faire. Mmh. Hem, 8, c'est déjà limite un petit peu élevé, Ouais. mais je pense que, j'essaye d'être le plus transparente possible Mmh. dans les messages que je communique, dans ce que je suis, dans ce que je fais. Hem, Pourquoi pas 9 dans ce cas-là? Parce que, je pense que j'ai encore un peu de mal à partager, heu, certaines, failles, certains échecs, Ouais. parce que c'est pas facile de parler de ses échecs. Je suis très transparente là-dessus, mais je vais pas encore, faire un post dédié à quelque chose qui n'a pas marché ou quoi que ce soit. Je suis pas forcément à l'aise avec ça et donc du coup, en ça, Mmh. je m'enlève un point, d'authenticité. OK, et tu te dis: «Je suis pas forcément à l'aise avec ça», mais, finalement, est-ce que tu aurais envie ou besoin, d'aller jusqu'à ce point-là? Alors envie, non, pas particulièrement, Mmh. comme je pense que c'est aussi assez lié à mon tempérament, du coup, assez optimiste. Ouais. Je J'ai pas forcément envie de, ressasser les choses qui n'ont pas marché ou quoi que ce soit. Mmh. Du coup, je tire des leçons de ce qui n'a pas marché, mais je pense que ne pas forcément en parler ou faire le focus, c'est une manière de ne pas m'appesantir dessus, Mmh. et plutôt de regarder vers, devant que vers derrière. Ouais, OK. Donc toi, à l'intérieur, en fait, tu te mens pas. Je veux dire, tu n'exclus pas ces côtés: «J'ai eu des échecs» et tu apprends de ces échecs. Par contre, pour toi, en parler sur les réseaux, bah, c'est, venir mettre une couche négative de «je m'appesantis». Tu as pas envie de ça, en fait? Non, j'ai pas particulièrement envie de ça. Après, là, il y a un commentaire récemment qui m'a un peu fait, réagir par rapport à ça. C'est un commentaire d'une personne sur LinkedIn qui m'a dit, «Oh là là, Jeanne, tu en as pas marre d'être, trop parfaite, nous derrière on rame» Ouais. et ça m'a fait un peu réagir parce que, je pense que d'ailleurs je vais en faire un post sur le fait que non, je suis loin d'être parfaite. Mmh. C'est juste que je choisis de montrer, ce qui marche plutôt bien. Mmh. Après je m'en cache pas aussi, enfin justement comme tu le disais au début, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur réussite et moi y compris.
C'est bien aussi de parler de ses échecs, Mmh. mais je préfère parler de mes difficultés que de mes échecs. Ouais, carrément. Et du coup, ce commentaire m'a fait un peu réagir parce que c'est pas l'image que j'ai envie de donner de, «Oh là là, elle est parfaite», alors que pas du tout. Et je pense que du coup, je vais en faire un post pour un peu, remettre, les choses dans leur contexte et bah, rappeler que le parcours, il est sinueux, qu'il y a des difficultés pour tout le monde, qu'il y a des doutes pour tout le monde. Moi, je passe ma vie à me remettre en question et heu et voilà, la confiance, ça s'acquiert, mais ça se perd très vite aussi et il faut pas l'oublier, quoi. Ouais, et ça reste de la com, finalement, aussi, ce qu'on fait sur les réseaux. Ça dit pas ce qu'on est au fond, et je te rejoins. Parler des difficultés, déjà, moi, je trouve ça important. Je trouve ça important de pas être tout le temps dans la success story 100%. Moi, c'est ça que je trouve un peu lourd, parce qu'on sait que c'est pas la réalité au fond. Voilà, on sait qu'on a tous des doutes, on a tous du stress. Du moment, moi, je trouve que c'est vrai. Voilà, du moment qu'on joue pas en fait un rôle, et ça souvent en plus ça transparaît, ça se voit, ça se perçoit quand on a la sensibilité pour le Complètement, voir. Voilà, après chacun est libre. Chacun est libre finalement de ses choix de communication, c'est tout. complètement. Voilà, on revient à ça, hein. L'authenticité, c'est déjà choisir de faire à sa manière, librement, point barre. Enfin, Exactement. déjà, en termes d'audace, tu t'évaluerais de 1 à 10, 10 étant le maximum, à combien aujourd'hui? Alors je dirais que j'étais à 3 il y a 6 mois Ok. et que je suis à un bon 7 maintenant. Ouais. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Justement, j'ai beaucoup évolué aussi en faisant, et en me rendant compte que, bah, quand on n'ose pas, il y a à peu près 0 de chances que ça marche, alors que quand Mm. on ose, bah, au moins c'est plus que 0 de chance. Ouais. Donc j'ai beaucoup évolué, justement en osant, le faire en allant voir les gens, en allant les contacter, en faisant des choses qui me font peur, et du coup, c'est bah, à chaque fois que je fais quelque chose, je me rends compte que c'est pas si grave que ça, ni pire Mm. que ça, que le seul risque, c'est de me prendre, soit un non, soit une non-réponse, Mm. voilà et si c'est ça, bah, c'est pas très grave. Carrément. Donc j'ai beaucoup évolué. Chouette, franchement, passer de 3 à 7, c'est quand même énorme, chapeau. Ouais, bah, le coaching m'a beaucoup aidée aussi, le coaching de la personne là, du coup, qui m'a aidée au mois de Ouais. décembre à faire justement cette petite transition. Elle m'a beaucoup aidée à oser y aller. À oser davantage. Et donc, tu m'as dit 7, et qu'est-ce qui ferait que tu pourrais passer à 8? Ce serait quoi l'élément qui te permettrait ça? Pour le coup, je pense que c'est vraiment une question de temps, Mm. parce que, bah, forcément, on apprend tous les jours, on est confronté à des situations, différentes tous les jours. On rencontre des gens et cetera et puis, bah, au fur et à mesure que qu'on avance aussi, dans son parcours, entrepreneurial et puis même dans la vie, on est confronté à des choses. Donc je pense que maintenant que j'ai débloqué ce côté OK, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Juste, je sais que dans les prochaines situations, auxquelles je serai confrontée, je vais mettre de côté ma peur, je vais y aller et puis, Mm. bah, à chaque fois, ça va me faire passer un cran plus loin. Mais pour le coup, je sais pas si quelque chose peut se substituer au temps par rapport à ça. Mm. Yes. Donc là, on revient dans un schéma, moi, qui me tient énormément à cœur. C'est que bah, l'audace emmène l'action, et l'action emmène un vécu. Et au bout d'une certaine somme de vécu, bah, tu as une confiance additionnelle, et tout ça, ça mérite du temps. Finalement, moi, ça me parle énormément ce que tu dis. Que voilà, il n'y a pas que j'ai de l'audace, j'y vais, il n'y a pas que je passe à l'action. À un moment donné, le temps est nécessaire pour valider finalement ce qu'on vit et faire cranter notre confiance. Complètement, je pense que le temps est nécessaire pour beaucoup de choses. Mm. Il faut pas vouloir aller, plus vite que la musique, Mm. il y a des choses qui peuvent pas se substituer à juste, laisser faire le temps, acquérir de l'expérience, travailler, persévérer et voilà, c'est la somme de vécu justement comme tu l'as très bien dit, qui fait aussi qu'on se construit et qu'on va plus loin et cetera. Mais il y a des choses qui se font pas en un jour, ni en une semaine, ni en un an.
Ça prend du temps, il faut juste monter brique par brique jusqu'à y arriver. Jeanne, t'es plutôt routine matinale, je planifie ma journée, ou t'es plutôt mode freestyle? Routine matinale, clairement. Je trouve qu'il faut avoir une idée de ce qu'on va faire dans sa journée, sinon on erre entre les réseaux et les onglets, les mails, et on n'avance pas. Ok, ok. Euh, Jeanne, t'es plutôt le mode just do it now, ou t'es plutôt heureuse, celle qui sait prendre son temps pour aller plus vite? Alors, un peu des deux. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas réagir de manière impulsive parce que généralement, c'est sous le coup de l'émotion et on ne prend pas les bonnes décisions. Donc, réagir à chaud, non. Euh, mais ne pas prendre trop de temps pour tergiverser non plus. À un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, un peu les deux. Ok. Et t'es plutôt introverti ou extraverti? Je dirais c'est un peu compliqué. Il y en a qui disent que c'est une question de, comment est-ce qu'on se ressource le plus? Moi, je pense que je me ressource, en étant avec mes proches, donc je dirais extravertie. Tes amis, ils diraient quoi de toi? Si je leur demande, Jeanne, comment vous me la décririez? Qu'est-ce que vous me diriez de positif, ses plus grandes forces? Ils diraient quoi? Alors je sais pas si c'est une force, mais j'ai un sens de l'humour, enfin je fais beaucoup rire les gens. Ok. Hem Parce que, je fais beaucoup de jeux de mots, de trucs comme ça, un peu nuls, mais les gens aiment bien généralement, donc je pense que je suis assez fun, on va dire. Hmm. Hem Et ce que m'a dit une de mes amies récemment, c'est que, je fais pas semblant. Hmm. Donc quand, ça va bien, quand ça va moins bien, je le dis aussi. Et elle m'a dit: «Ah, tu es une des seules personnes à qui, quand je demande: "Est-ce que ça va?" et que ça va vraiment pas, tu me dis pas: "Oui, ça va"». Tu me dis: «Bah, bof, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment", et cetera, donc voilà, le côté, transparence, je dirais. Transparence. Et dis-moi, c'est quoi tes principales valeurs? Les choses vraiment pour toi profondes. Heu, Compliqué comme question, Hmm. compliqué, je dirais, une valeur fondamentale, c'est vraiment le côté, famille, proche, hem, avoir un socle solide, un entourage solide, être là les uns pour les autres. Hem, Ça, c'est à la fois un pilier et une valeur. Après, il y a forcément, les valeurs d'honnêteté, d'authenticité, de transparence, justement, d'être soi-même et de pas se déguiser. Mais ouais, je pense que le côté, famille, en tout cas, me définit bien. Ok. Et qu'est-ce qui te touche le plus? Qu'est-ce qui t'énerve? Hein, quelque chose qui se passe des fois dans ta vie, je sais pas, et ça t'agace. Alors, il y a très peu de choses qui m'agacent. Hmm. Je me mets très, très peu en colère, vraiment. Ça m'arrive, pratiquement jamais, Hmm. parce que généralement, je suis assez philosophe sur tout ce qui se passe, je sais pas, il y a un retard, d'avion, ou quoi que ce soit, qu'on risque d'arriver en retard, machin, je pars du principe que si on peut y faire quelque chose, on fait quelque chose. Si on peut pas y faire quelque chose, bah, c'est pas la peine de se mettre dans des étapes pas possibles, contre le monde entier, si on peut rien faire. Alors, certains diraient que c'est un peu fataliste. Hmm. Je sais pas si c'est fataliste, en tout cas, je le prends pas forcément comme ça. Je suis pas en mode: «Oh là là, ça devait arriver, donc tant pis», juste, il y a des choses qui méritent pas qu'on dépense de l'énergie, en étant en colère, ça sert à rien, ça nous met mal nous, et ça sert à rien. Ouais, non, moi je trouverais que ce serait plus du pragmatisme et du lâcher prise. Oui, moi aussi, je vois plutôt ça comme ça, on va dire. C'est le côté très optimiste qui voit ça comme ça, je pense. Moi je trouve. Moi aussi. Ton objectif principal là dans les 3 6 mois qui arrivent. De structurer, mon offre, donc c'est déjà en train d'être, le cas, de Ouais. la packager et cetera, de bien la cadrer, de m'entourer aussi, de déléguer, parce que, je pense que pour, justement se concentrer sur sa zone de génie, il faut savoir déléguer, et voilà, l'idée dans 3 à 6 mois, c'est,
d'avoir une offre complète, d'avoir des clients récurrents avec qui on avance bien et m'entourer de une ou plusieurs personnes pour mettre en commun nos compétences et puis offrir un service qui est complet, quoi. OK. Donc structurer ton offre, pour les raisons que tu viens Ouais. de dire. Et tu as déjà, à moitié répondu, mais, ça va t'apporter quoi comme bénéfice, comme valeur? Hem, Juste de monter en puissance, de proposer quelque chose qui soit vraiment de qualité, sur mesure pour les personnes qu'on accompagne, et de sortir un peu du côté freelance pour passer du côté entrepreneur, on va dire, parce que pour l'instant, je considère pas que je suis vraiment une entrepreneuse, je suis plus une freelance, une solopreneur, on peut appeler ça Ouais. comme on veut, mais entrepreneur, c'est après justement emmener des personnes dans sa vision, créer une cohérence d'équipe, et essayer de construire quelque chose d'un peu plus grand que juste moi derrière mon PC. Ouais. OK, et ça va être quoi les indicateurs qui vont te montrer que tu es sur la bonne voie justement de devenir, cet entrepreneur, qui structure davantage? Les retours clients, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, en tout cas pour moi. Des clients qui sont contents, ça va être aussi trouver des projets qui ont du sens, parce que c'est hyper important pour moi d'avoir justement ce côté qui donne du sens. Mmh. Donc heu, donc être épanoui dans les projets que j'accompagne, avec les personnes que j'accompagne et avoir des bons retours de leur part, je pense que c'est le meilleur indicateur pour voir que ça va dans le bon sens. OK, et donc c'est les feedbacks clients, qui vont te prouver que tu vas dans le bon sens, et tu es prête à investir quoi, toi, pour, réussir cet objectif-là de structurer ton offre et d'aller plus vers un mode: «Je suis une entrepreneur», finalement plus complète? Alors je suis prête à investir beaucoup de temps, ça je le fais déjà Oui. et j'ai une philosophie aussi par rapport à l'argent que je gagne avec mon activité, Ouais. qui démarre, hein, parce que ça Mmh. fait pas si longtemps que ça. Mais j'ai l'immense chance de m'être lancée avec un petit matelas de sécurité Mmh. qui me permet de pas avoir cette pression financière. Donc ma philosophie, c'est que tout ce que je gagne, j'ai la possibilité de le réinvestir. Mmh. Ma seule limite, c'est de ne pas taper dans nos économies, avec mon copain. Donc tout le chiffre d'affaires que j'ai, potentiellement, si demain je trouve une formation, un partenaire pour déléguer des choses et cetera, je lésine pas sur les moyens. OK. Donc en mode, tremplin, en mode, presque ROI, tu es prête à investir pour que ça te permette d'aller, où tu cherches à aller? Oui, parce que je pense que c'est fondamental d'investir pour aller plus loin, plus vite. Alors après, c'est peut-être la gestion des campagnes de pub pendant des années qui m'a fait raisonner justement en termes de ROI et en termes de, Mmh. quand on dépense 2 €, possiblement on peut en avoir 20 ou 200 derrière. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu façonnée, mais en tout cas, j'ai la conviction que si j'investis dans du bon matériel, dans des bonnes formations, dans de l'accompagnement par des personnes qui ont déjà réussi, qui vont pouvoir m'apporter énormément de choses, de valeur et Mmh. cetera, j'irai, je pense, plus vite que si je reste toute seule à essayer de me débrouiller. Le but, c'est pas de tout cramer, dès que j'ai le moindre euro sur le compte Mmh. de l'entreprise, mais c'est plus, si je vois une opportunité, j'y réfléchis. Si je pense que c'est vraiment bien pour mon développement, je le fais. OK, ouais. Donc tu es vraiment à l'écoute finalement des opportunités qui vont te permettre de passer un cap, et ça pour toi, tu le vois comme un investissement et tu es prête à le faire? Oui, complètement. Je pense qu'au-delà de ça, il faut juste être à l'écoute aussi de toutes les opportunités, d'où qu'elles viennent, et il y a un côté aussi investissement temps. Moi, je sais que là, j'ai, par exemple, je bois un café avec une freelance qui est pas très loin de chez moi la semaine prochaine. Mmh. Et je le vois comme, alors déjà, c'est un plaisir honnêtement de rencontrer des gens, et je le vois aussi comme un investissement temps parce que, je vais prendre le train pour aller la voir. Mais,
tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde, quel que soit son niveau d'études, quel que soit, son niveau de développement et cetera et hem et je pense que c'est pas uniquement en valeurs et en euros que ça se compte, c'est Mmh. aussi, prendre le temps de rencontrer des gens, de discuter avec eux, on a toujours des choses à apprendre de tout le monde sur, Mmh. quoi que ce soit, donc il faut y aller, quoi. Et ça serait quoi, Jeanne, les obstacles potentiels, sur atteindre cet objectif-là de donc structurer ton offre, passer un cap dans ton activité? Les obstacles, je pense que, ça va être alors c'est pas vraiment des obstacles, mais les difficultés, ça va être Ouais. de bien m'entourer. Parce que, je suis assez persuadée qu'on peut faire énormément de choses quand on est bien entouré et que Mmh. ça peut aussi nous faire courir à notre perte, que ce soit en termes de santé mentale, de gestion des nerfs ou pro. Une seule personne peut changer la dimension de notre, business et il faut prendre le temps de bien la choisir et du coup, je pense que la difficulté, ça va être de bien choisir les personnes, à qui je délègue certaines prestations parce que j'aimerais choisir des personnes qui font les prestations que je délègue mieux que moi, c'est quand même, le but, Mmh. pour avoir quelque chose d'encore mieux, et puis pour moi pouvoir me consacrer à ce que je sais faire de bien, Ouais. mais je pense que le challenge va être là. Ah OK. OK, donc le principal enjeu, challenge, auquel tu vas veiller, finalement, là, ça va être de, voilà, de bien t'entourer, puis choisir les bonnes personnes à qui tu pourrais déléguer et avec qui avancer. Exactement. De quoi tu aurais besoin finalement, en plus peut-être, pour t'assurer d'atteindre cet objectif? Hem Je pense que, j'aurais besoin d'avis extérieurs, Mmh. de temps aussi, de conseils certainement, parce que je suis pas, recruteuse. Mmh. Heu, donc je pense que, ça va passer forcément par, un peu de coaching ou de formation sur justement comment, déceler les bons signaux, Mmh. pour être sûr qu'on est aligné à la fois sur la vision, sur comment on avance, sur, les valeurs, sur, comment est fait le travail et cetera. Parce que l'idée c'est de cadrer les choses de manière à ce que les gens qui, viennent à travailler avec moi se sentent, bien dans cet, environnement, que ce soit Mmh. cadré et cetera. Donc là, par exemple, je vais faire, appel certainement à quelqu'un qui va m'aider à structurer un petit peu, un espèce d'écosystème sur Notion, que OK. j'utilise pas du tout pour l'instant. Ouais. Mais l'idée, ça va être que, si des freelances sont amenés à travailler avec moi, qu'ils puissent, être dans un environnement où c'est facile d'avoir accès aux informations, où tout est fluide, où tout est processisé et cetera. Donc ça va être un gros enjeu. OK. Et si ça fonctionne pas, comme tu l'attends, tu vas faire comment? Si ça fonctionne pas, je pense que déjà la première chose à faire, c'est de communiquer. C'est vraiment, la clé, je pense, c'est, de dire ce qui va pas. Moi, je suis toujours, à demander, alors que ce soit à mes clients ou, autour de moi, s'il y a des choses qui vont pas, je préfère qu'on me le dise parce que on a tous une perception différente des choses. Quelque chose qui, moi, va me paraître OK dans le travail ou quoi que ce soit, va pas forcément l'être du côté soit d'un collaborateur, soit de mon entourage ou quoi que ce Ouais. soit. On a tous une vision différente des choses. Donc déjà, ne pas hésiter à le dire, voir si on peut trouver des solutions et voilà, je pense que tout se règle. Justement, on apprend aussi, moi, par exemple, j'ai jamais, constituer une équipe, de Mmh. freelance autour de moi, ça va être une première donc comme toutes les premières fois, je vais faire des bêtises, des erreurs et justement, c'est ça qui va me permettre de ne pas les refaire et d'apprendre parce que c'est des choses qui s'apprennent pas en théorie, même si on se fait coacher, même si on lit des choses dessus, il faut y aller donc voilà, juste en parler, que c'est autant bénéfique pour la personne qui a un souci et ose l'exprimer que pour la personne qui le reçoit en face. Ouais. Donc tu mises sur, 1 la communication, clairement et 2
et 2, ce processus vertueux d'apprentissage, en fait, pour itérer et pour progresser. Ouais, complètement. Mmh. OK, et tu souhaiterais qu'il soit atteint quand cet objectif donc de structurer ton offre et d'avoir passé un cap dans ton activité? Hem, alors pour le coup, je j'ai pas forcément de timing. Mmh. Je justement, j'y vais, petit pas par petit pas. Hem, pour l'instant, je dirais que là, dans l'année, forcément, Mmh. j'aimerais que ce soit dans l'année, mais j'ai aussi des gros projets, perso, notamment mon mariage, donc du Ouais. coup et ça met forcément un peu, un coup de frein aussi Mmh. sur le développement de ce Mmh. projet-là parce que, Bien sûr. je peux pas tout mener de front, Non. donc Mmh. voilà, je dirais dans l'année. Dans l'année. OK, et qu'est-ce que tu constates là de l'échange qu'on vient d'avoir, ce flash coaching? Ça t'amène à des constats? Ouais, c'est toujours hyper intéressant de justement, se poser un petit peu, enfin, se voir poser un peu des questions Mmh. sur les objectifs qu'on a, comment est-ce qu'on souhaite les atteindre et cetera. Parce que, c'est des questions qu'on se pose un peu indirectement tout le temps, Mmh. mais le fait de se les voir poser et de devoir donner une réponse claire, Mmh. heu, on se rend compte que c'est pas si clair que ça dans notre tête finalement. OK. Heu, donc c'est toujours hyper intéressant d'avoir un regard extérieur qui nous fait prendre du recul justement sur ce qu'on fait. OK, et qu'est-ce que tu retiens là particulièrement à chaud, que tu aurais envie de noter, de pas oublier? Qu'il faudrait quand même que je me fixe, un timing, spécifique pour Mmh. constituer l'équipe parce qu'il faudrait quand même que j'ai un peu une vision plus claire que ça. Ah, la vision, on y revient. Ouais, exactement. OK, super, bah, merci. Merci à toi.